Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Jacques Chirac renvoyé en correctionnel, abus de confiance, détournement de fonds publics, c'est l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris. Une première dans l'histoire de la Ve République. Explications et réactions dans un instant. 30 ans de prison, dont 20 de sûreté. Francis Évrard vient d'être condamné pour l'enlèvement et le viol d'Ennis en août 2007. La perpétuité avait été requise contre le pédophile récidiviste. Air France a réceptionné son premier Airbus A380. La compagnie est la première en Europe à se doter du très gros porteur. Premier vol commercial le 20 novembre prochain. Les mots des ados sont parfois difficiles à formuler, mais ne relèvent pas tous de la psychanalyse. Un médecin généraliste a ouvert une consultation spécialement destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. La technique n'est pas nouvelle, mais grâce au numérique, elle opère sa révolution. La 3D investit les écrans de cinéma. De plus en plus de salles s'équipent et grâce à de simples lunettes, séduit petits et grands. C'est donc une première dans l'histoire de la Ve République. Un ancien président renvoyé devant un tribunal correctionnel. Si le parquet n'a pas fait appel dans les 5 jours, Jacques Chirac devra répondre d'abus de confiance et de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris. Lionel Feuerstein, Virginie Travers. C'est une nouvelle qu'il redoutait depuis des années. À 77 ans, Jacques Chirac pourrait se retrouver sur le banc des prévenus. La juge d'instruction Xavier Simeoni, contre l'avis du parquet, vient de demander son renvoi devant un tribunal correctionnel pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Son avocat l'a joint ce matin par téléphone. L'ancien chef d'État se dit serein. Depuis qu'il a quitté l'Élysée, au mois de mai 2007, il savait qu'il répondrait au juge. Il a été mis en examen il y a maintenant 2 ans et il fait donc un parcours de justiciable, de droit commun, normal, comme tous les Français. L'affaire des chargés de mission de la ville de Paris concerne 21 emplois, dont certains sont présumés fictifs, pour une période comprise entre 1992 et 1995. Selon la juge d'instruction, ces collaborateurs qui ne travaillaient pas à la mairie ont été rémunérés en toute illégalité par la ville. Des proches de l'ancien maire en ont bénéficié, comme Jean de Gaulle, le petit-fils du général, François Debré, le frère de Jean-Louis Debré, ou encore Marc Blondel. L'ancien secrétaire général de Force ouvrière avait un garde du corps, payé par la mairie. Depuis, il a remboursé la ville. C'était pour l'organisation, parce que c'était une prise en charge dont nous avions besoin, etc. Bon, c'est tout. Donc, je n'ai pas eu d'intérêt financier, ni personnel, ni collectif dans cette affaire, sauf effectivement que ça nous évitait de le payer. En tout, 10 personnes ont été renvoyées devant le tribunal, dont 2 directeurs de cabinet de Jacques Chirac. Michel Roussin et Rémi Chardon, 2 hommes qui ont toujours affirmé n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Le directeur de cabinet n'était ni demandeur à l'embauche, ni contrôleur de la réalité ou de l'efficacité de ce contrat. Qui lui demandait de signer ces contrats? Jamais Jacques Chirac. Il n'est pas exclu que le maire ait été amené lui-même à apprécier l'opportunité d'une embauche. L'actuelle mairie estime son préjudice à plusieurs millions d'euros. En théorie, Jacques Chirac encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le parquet a 5 jours pour faire appel. La juge Simeoni n'a donc pas tenu compte des réquisitions du parquet qui réclamait un non-lieu général. Elle estime qu'après 12 ans d'immunité pénale, Jacques Chirac est un justiciable comme les autres et que les charges qui pèsent sur lui justifient son renvoi en correctionnel. Valérie Astruc. Elle est la première juge d'instruction à renvoyer un ancien président devant le tribunal. C'est comme un autre, est-ce que ça a vraiment été comme un autre, comme un autre. Je réponds pas aux journalistes aujourd'hui. Un dossier peut-être pas tout à fait comme les autres, mais depuis qu'il a quitté l'Élysée, l'ancien président de la République est redevenu un justiciable comme un autre. Le premier à avoir essayé d'entendre Jacques Chirac, c'était Éric Alphen. Le juge enquête alors sur l'affaire des HLM de Paris et décide en mars 2001 de convoquer le président de la République. Et comme à l'époque la Constitution était muette, je me suis dit que rien n'empêchait un juge de convoquer comme témoin le président de la République. Jacques Chirac refuse alors de venir chez le juge et se justifie. Tous ceux qui m'attaquent, sachant très bien que je ne peux pas me défendre, que je ne peux pas m'être entendu, que je ne peux pas porter plainte en diffamation, peuvent dire tout ce qu'ils veulent en toute sérénité et sans courir aucun risque. La question du statut pénal du président est posée. Elle sera définie en 2007 par le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État est à l'abri des juges pendant l'exercice de son mandat
mais il peut rendre des comptes après. C'est la démonstration définitive de ce que dans le système constitutionnel tel qu'il existe aujourd'hui, les présidents de la République bénéficient bien d'une immunité, mais pas d'une impunité. S'il y a lieu à les poursuivre, eh bien, on peut normalement les poursuivre selon le droit commun, une fois qu'ils ont quitté l'Élysée. Donc le principe d'égalité devant la justice est tout à fait respecté. L'ancien président de la République pourrait donc être jugé pour des actes commis par le maire de Paris il y a plus de 15 ans. Et les réactions à présent, si pour certains le renvoi de Jacques Chirac en correctionnel est légitime, il arrive bien tard, au point de s'interroger sur sa nécessité. Globalement, à droite comme à gauche, les commentaires sont très mesurés. Alix Bouillaguet. On a connu Nicolas Sarkozy plus bavard. Cet après-midi à Bruxelles, il a pesé ses mots pour commenter le renvoi en correctionnel de Jacques Chirac, un principe affiché, la séparation des pouvoirs. S'il y a bien quelqu'un qui ne peut présenter le moindre commentaire, c'est moi. Quels que soient par ailleurs les sentiments que je peux avoir à l'endroit de Jacques Chirac. Guerre plus loquace sur l'ancien président, les Chiraciens de la première heure, rares à prendre la parole. On aurait aimé effectivement qu'il puisse sereinement se consacrer à ce qui est maintenant sa passion, sa raison d'être. La justice en décide autrement, dont acte. Sur son blog, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, estime que l'homme ne mérite pas cela. Certains proches sont au contraire soulagés. Cette espèce de boulet qu'il traîne depuis des années sur les affaires dites de la mairie de Paris, c'est pas mal que l'abcès soit une fois pour toutes crevé. Pour les bons sentiments, il faut plutôt se tourner vers les socialistes. À leurs yeux, un renvoi légitime, mais tardif. Il y a un malaise, chacun le comprend. Malaise de voir un ancien président de la République ainsi mis devant une situation inédite. Et puis, il y a un malaise parce que c'est des affaires qui remontent à très loin. D'une certaine façon, renvoyer un ancien président de la République en correctionnel, c'est une mauvaise image pour le pays, c'est une mauvaise image pour la France. Quant au vers Noël Mamère, Jacques Chirac renvoyé devant un tribunal, rien de plus logique. À un moment donné, on s'explique, sinon on est dans une république bananière. Donc j'entends les cris d'orfraie qui sont lancés par certains. Il est normal que Chirac s'explique, oui. À 77 ans, l'ancien président est rattrapé par la justice au sommet de sa popularité. Ce renvoi court-circuite la publication de ses mémoires prévues vendredi prochain. Francis Évrard, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 ans pour l'enlèvement et le viol d'Ennis en août 2007. Le verdict est tombé il y a 2 heures. Bonsoir Aurélia Guillemin, vous êtes en direct de la cour d'assises de Douai. Le pédophile récidiviste échappe donc à la peine maximale qui avait pourtant été requise. Oui, effectivement, ce n'est pas la peine maximale, mais c'est une peine de mise à l'écart. 20 ans de sûreté, ça signifie que Francis Évrard ne pourra bénéficier d'aucune mesure d'aménagement de peine avant l'âge de 83 ans. 83 ans, c'est un minimum. Par ailleurs, la Cour a été prudente. Elle précise qu'un suivi socio-judiciaire aura lieu pendant 20 années supplémentaires en cas de remise en liberté de Francis Évrard. Donc ce sont des précautions qui soulagent, qui rassurent le père d'Ennis que je vous propose d'écouter maintenant. Quand même satisfait, je pense que Ennis sera content aussi. Parce que pour moi, il mourra en prison, quoi. Qu'est-ce que vous allez dire à votre petit garçon ? Je vais lui dire qu'on a quand même gagné. De toute façon, lui, il se prend pour un Superman parce qu'il me dit que grâce à lui, les autres enfants, ils vont être sauvés. Donc là, quand je vais lui dire qu'on a gagné, qu'il ne ressortira plus pendant très longtemps, il va être très content. Il va se prendre encore pour le Superman des enfants. Voilà, c'est une page qui se tourne pour toute une famille, mais vous imaginez aussi que pour Ennis, qui a seulement 7 ans, c'est un long travail de reconstruction qui commence, comme pour toutes les victimes de viol. Aurélia Guillemin en direct des assises de Douai, merci. Alors ce procès aura aussi pointé de nombreux dysfonctionnements, de la juge d'application des peines qui n'a pas été remplacée pendant ses vacances, au médecin de la prison qui a prescrit du Viagra à Francis Évrard juste avant sa sortie. Les défaillances de la justice en matière de récidive ont été mises en évidence. Aurélia Guillemin, Nicolas Auer. Pervers, manipulateur, le diagnostic des experts est sans appel. Alors aurait-on pu le soigner plus tôt ? Après 3 procès, 9 condamnations et 35 ans de prison, certains le disent aujourd'hui incurable. Il n'a pas été très désireux au niveau des soins. Il est accessible aux soins comme tout le monde, mais à condition de le vouloir. Le problème des pervers, c'est qu'ils ne veulent pas évoluer. Tant qu'ils ne veulent pas évoluer, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais le procès a aussi mis en lumière des carences dans le suivi judiciaire de Francis Évrard.
Avant sa dernière libération, ce médecin lui prescrit du Viagra alors qu'il est incarcéré pour viol sur mineur. Un peu plus tard, lors de sa sortie, la surveillance tarde à se mettre en place parce qu'on est en période de vacances. Autant de dysfonctionnements qui, de l'avis de tous, devaient être évités. Il n'y a pas 400 personnes comme lui, il y en a très peu. Et on doit avoir une attention tout à fait particulière, urgente, immédiate. Et manifestement, c'est ce qui ne s'est pas passé. Et je pense que d'une certaine façon, on a participé aussi à ce qui s'est passé le 15 août. Nous disons que c'est une responsabilité de l'État qui ne permet pas au service de l'application des peines de fonctionner de la même manière tous les mois de l'année. Une plainte à venir et un constat sur lequel tout le monde s'accorde. L'insuffisance des moyens de la justice pour prendre en charge efficacement les condamnés les plus lourds et lutter contre la récidive. Il est clair que quand un service, pendant les vacances, se retrouve dépourvu de fonctionnaires et n'a pas suffisamment de magistrats, il est clair qu'il y a forcément des erreurs qui peuvent se commettre. C'est ça la réalité. Lui a tout avoué et risque fort de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais pour qu'il n'y ait pas d'autres récidivistes comme Francis Évrard, il faudra tirer toutes les leçons de cette affaire. Un drame à Toulouse. Ce matin, un employé de l'entreprise de transport UPS a fait irruption dans les locaux armé d'un fusil de chasse. Il a ouvert le feu sur le patron et son fils, vraisemblablement à l'origine de ce double homicide. Un différend professionnel entre les trois hommes. Le tueur présumé et sa compagne sont ce soir en garde à vue. L'avancée des 27 au sommet de Bruxelles, Paris et Berlin soutiendront le même candidat à la présidence de l'Union. Le président tchèque ne posera plus de conditions à la ratification du traité de Lisbonne. François Baudonnet, bonsoir. Vous êtes sur place. Il s'en est passé des choses aujourd'hui, d'autant que les 27 ont aussi progressé sur le climat, même si ce fut compliqué. Oui, effectivement, et d'ailleurs ce sommet européen s'achève sur un accord à minima sur le climat. Alors ce n'est pas l'échec total que l'on pouvait craindre encore ce matin. Les dirigeants des 27 ont réussi à trouver une position commune sur Copenhague, mais ils n'ont pas de quoi sabler le champagne, loin de là, parce qu'ici, eh bien, les 27 n'ont pas voulu ou pas su dire combien ils allaient mettre sur la table pour sauver le climat. Alors en revanche, le traité de Lisbonne, lui, semble définitivement sur les rails. Il entrera en vigueur vraisemblablement le 1er décembre prochain. C'est dans un mois parce que la République tchèque a obtenu ce qu'elle souhaitait. Alors du coup, l'Europe va devoir se choisir un président du Conseil européen et ce soir, il est presque certain que ce ne sera pas Tony Blair, même Nicolas Sarkozy ne le soutient plus, presque certain également que ce ne sera pas un leader charismatique, une personnalité, mais plutôt un simple secrétaire général et c'est dommage parce que si c'est ce profil qui est choisi, eh bien l'Europe aura peut-être manqué une occasion unique d'exister sur la scène internationale. Merci François pour ces précisions en direct de Bruxelles et j'ajoute que les dirigeants européens ont décidé de lancer un projet de vol charter financé par l'Union pour l'expulsion vers leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière. C'est une initiative française dont l'étude est prise en compte malgré des réserves de la Commission européenne. C'est un privilège dont bénéficient les clubs sportifs professionnels. Le droit à l'image collective pourrait bientôt disparaître. Ce dispositif permet actuellement aux clubs de voir leur charge sociale allégée. Les clubs craignent que l'amendement qu'ils suppriment soit définitivement adopté par le Parlement et que les joueurs s'exilent à l'étranger. Grégory Naboulet, Olivier Martinez. Serait-ce la fin d'une période dorée pour le sport français ? Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté la fin du droit à l'image collective des sportifs professionnels, le DIC. Cet avantage fiscal permet aux clubs d'alléger leur charge sociale sur 30% du salaire des joueurs. Exemple, le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 est de 45 000 €. Actuellement, le club ne paye des charges sociales que sur 31 500 €, soit 70% du salaire. Sur les 30% restants, le club est exonéré. Un privilège qui coûte cher à l'État, 95 millions d'euros selon la Cour des comptes. Moi, je ne veux pas désavantager quiconque. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de spécificités qui pouvaient se justifier à une époque où notre pays était riche. Maintenant, nous connaissons des difficultés, il faut les remettre en cause. La possible suppression du droit à l'image sème la panique dans le monde du sport. Tous dénoncent une mesure démagogique. Les footballeurs craignent pour leur compétitivité sur la scène européenne, les rugbymen pour leur santé financière. Il est évident, et je vous donne rendez-vous, si la loi est appliquée, au 30 juin, il y aura 5-6 clubs de rugby qui ne seront plus là, en top 14. C'est une certitude, qui ne pourront pas supporter ce cap. Alors, c'est simple. Si on supprime le DIC, les joueurs repartiront, d'autres partiront plus vite, et à ce moment-là, la fiscalité baissera en France. Je crois qu'on aura tout perdu.
La crainte du monde sportif professionnel est claire, voir partir ou repartir les meilleurs joueurs à l'étranger. Leur dernier espoir, que le Sénat rejette l'amendement qui supprime le droit à l'image. Le match est loin d'être terminé. C'est la première compagnie aérienne en Europe à se doter du très gros porteur d'Airbus. Air France a réceptionné aujourd'hui à Roissy son premier A380 d'une capacité de 538 passagers, le double environ des autres appareils. Celui-ci permettrait de réaliser 15 millions d'euros d'économies par an et par avion. Julien Beaumont et Emmanuel Beck sont montés à bord de cette prouesse technologique doublée d'une arme anticrise. C'est une livraison très attendue, le premier A380 en couleur d'Air France. BNC, préparez-vous pour le décollage, merci. Et à nouveau, je vous souhaite un excellent voyage avec nous. Décollage de l'usine d'assemblage Airbus à Hambourg en Allemagne, Carpe sur Roissy-Charles de Gaulle. Un vol inaugural pour 300 invités. Premier constat des passagers, le silence à bord. On a quand même 4 moteurs qui ont été, je dirais, mis en action pour arracher environ 400 tonnes du sol, et on n'a pas entendu le bruit des moteurs. Côté innovation, ce plafond lumineux qui reproduit le lever du jour ou coucher du soleil. Pour les 9 passagers de la première, pas d'ostentatoire. Des fauteuils club transformables en libre et cette cabine privative pour se changer. À l'étage supérieur, voici la galerie. 3 écrans diffusent des images d'une exposition temporaire au Louvre. La classe affaires propose 80 sièges complètement inclinables. En tout, 6 bars ont été créés, un concept qui plaît. C'est un espace de convivialité, c'est un moment de récréation, ça fait partie du côté plaisir du voyage. Pour les 449 places de la classe Eco, siège légèrement agrandi, écran tactile, port USB et possibilité de chatter avec d'autres passagers. Un nouvel espace de travail a aussi été mis en place pour l'équipage. L'aménagement, comme vous le constatez, est beaucoup plus vaste. En ce qui concerne également les espaces de travail pour nous, habituellement nous avons uniquement 5 cm de large pour travailler. Là, sur cet avion 380, nous avons 20 cm. Cette A380, c'est l'arme anticrise d'Air France, un avion qui consomme 20% de moins, un avion 2 en 1. Un avion de 538 places et on remplace 2 avions qui offraient ensemble 538 places. Donc il n'y a pas de croissance. Donc en temps de crise, vous diminuez vos coûts et vous êtes toujours à la même capacité. Donc c'est un outil efficace. Avant d'entrer en service le 20 novembre prochain entre Paris et New York, l'A380 a été baptisé par les jets d'eau des pompiers de Roissy-Charles de Gaulle. Air France en a commandé au total 12 exemplaires. En avril dernier, nous vous avions fait partager le quotidien de ces familles chinoises dont l'enfant avait disparu, victime de réseaux de trafiquants. Et bien depuis, le gouvernement a lancé une campagne pour tenter d'endiguer ce drame et la police vient de démanteler un réseau de trafiquants d'enfants. Pascal Golomer et Sylvien Jaume, nos correspondants en Chine, ont assisté, vous allez le voir, à des retrouvailles émouvantes. Ces images ont envahi les écrans de la télévision chinoise aujourd'hui. Images de retrouvailles entre des parents et leur enfant, Xiaolong, enlevé il y a 5 ans. La police se charge de la mise en scène avec soin. Et tant pis pour l'intimité de ces moments difficiles. Tu as pensé à nous retrouver? Non. Tu sais que tu nous as beaucoup manqué. Toi, notre enfant. Tu comprendras mieux quand tu seras grand. Xiaolong est l'un des 60 enfants dont les visages sont présentés au public depuis mardi, dans l'espoir que leurs proches les reconnaissent. Officiellement, 2000 enfants volés ont été récupérés ces derniers mois. La plupart avaient été vendus par des gangs à des familles en mal d'héritiers. Beaucoup ont pu être rapidement identifiés, grâce notamment à une banque de données ADN, la seule solution efficace. Beaucoup d'enfants ont été revendus plusieurs fois, ou ils étaient trop jeunes au moment de leur enlèvement pour se souvenir de leur famille d'origine. Ces retrouvailles, c'est le résultat d'une campagne nationale lancée en grande pompe en avril dernier pour démanteler les réseaux de trafiquants d'enfants. Enfin, pourrait-on dire. En avril, justement, nous avions rencontré des parents qui recherchaient désespérément leur enfant volé. D'origine modeste, ils souffraient alors de l'indifférence des autorités. On leur interdisait même de se réunir pour sensibiliser l'opinion. Aujourd'hui,
Ils espèrent que cette campagne spectaculaire de la police marque un tournant. Il y a encore tant d'enfants à retrouver. Il est 20h18 à suivre dans votre journal. Nous irons en consultation chez un médecin généraliste qui s'est spécialisé dans les maux des adolescents. La vente de ces petites pilules s'est banalisée. Pourtant, les compléments alimentaires ne font pas l'unanimité chez les médecins. Et puis la 3D s'invite au cinéma. Révolution numérique oblige. Le relief semble être l'avenir du 7e art. Les problèmes des adolescents ne trouvent pas toujours de réponse avec les psychologues. Il est souvent plus facile pour eux de parler à un médecin. Ainsi, une généraliste a ouvert une consultation spécialement dédiée aux ados. Sophie Mézel, Guillaume Michel. Le fait d'être partie justement de chez mes parents, j'ai répercuté tout ça sur la nourriture. Oui. Et donc voilà, ça veut c'est dire un manque que d'être loin, à combler. c'était difficile. Voilà. Anorexie, boulimie, Léonore souffre de ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. Comment on peut le comprendre, ça? Bah, je sais pas, j'ai tellement été coucounée quand j'étais petite que du coup j'ai eu un manque énorme et le fait d'être partie seule comme ça, peut-être pas forcément prête. Bah voilà, j'ai cherché quelque chose dans lequel je pouvais me réfugier. Vous vous sentez capable de jeter la balance? Ouais. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas le poids qui m'intéresse, c'est plus l'image. Ouais. Le reflet que j'ai dans la glace. Ouais. Alors, vous voyez quoi dans la glace? Bah, un reflet qui me plaît pas, qui me dégoûte. Son mal-être, c'est à cette spécialiste des adolescents et des jeunes adultes qu'elle le confie. Une consultation tout en échange, qui n'est pas une consultation de psy et qui ne se traduit presque jamais par une prescription. À l'adolescence, la consultation pour fatigue ou pour des plaintes floues, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, ça a toujours un sens, qui est le sens de ce moment d'hésitation à se prendre en charge, à devenir grand, qu'on traduit à travers son corps par des plaintes. Si on se contente de soigner la plainte et de renvoyer avec du spasfon, on ne fait pas notre travail. Le médecin va aussi servir de trait d'union entre les parents et le jeune, y compris pour des troubles qui semblent anodins. Bon, j'ai reçu une lettre de votre maman. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de l'année, indépendamment de ce problème de notes, il y a un problème de comportement à l'école? Bah, c'est juste que je réponds un petit peu au prof. Vous répondez un peu au prof? Oui. La façon dont un adolescent peut se comporter de façon bruyante à l'école, quand c'est trop répétitif, et quand ça le met hors jeu, c'est souvent un masque. Et derrière, c'est un adolescent qui va pas bien. Bon, Mathilde repartira avec la volonté d'être moins dissipée et d'avoir un meilleur bulletin. Mais pour elle, et pas seulement pour ses parents. Un Français sur 5 en consomme au moins une fois par an pour maigrir, bronzer ou avoir de beaux cheveux. Et pourtant, les compléments alimentaires sont sous haute surveillance. L'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, vient de mettre en place un dispositif de vigilance. C'est inédit en Europe. Les effets indésirables devront être systématiquement signalés. Marie-Pierre Samitier, Vincent Barral. Toutes ces pilules miracles représentent un marché juteux d'1 milliard d'euros. Les Français les consomment de plus en plus et sans méfiance. Je trouve que ça me donne beaucoup de tonus. Ma femme et moi, nous consommons beaucoup de ces choses-là. On en mange donc les yeux fermés. Et pourtant, les compléments alimentaires peuvent avoir des effets indésirables. Selon une étude américaine, le bêta-carotène augmenterait le risque de cancer du poumon chez le fumeur. Les vitamines naturelles. L'interaction entre médicaments et suppléments alimentaires peut être dangereuse. Ceux qui contiennent des antioxydants, c'est-à-dire des anti-vieillissements, par exemple. Les antioxydants, il faut en effet faire attention et aux doses et aux conseils donnés chez des gens qui ont des pathologies lourdes avec des traitements de chimiothérapie par exemple. Et consommer trop de vitamines est également risqué pour la santé. Ainsi, trop de vitamine C. Il s'avère qu'au long cours, ça peut devenir au contraire pro-oxydant, c'est-à-dire ça peut altérer l'état de vos artères. Donc ça peut au contraire accélérer le processus de vieillissement cellulaire, ce qui n'est pas du tout le but recherché initialement évidemment. Alors ce dispositif de vigilance va répertorier les problèmes rencontrés par les consommateurs, car certains accidents graves ont été rapportés. Il s'agit effectivement de voir comment les Français consomment ces compléments alimentaires et si effectivement l'augmentation de la consommation induit des effets indésirables.
Ils se montrent dans leurs plus beaux atours. Toutefois, selon la répression des fraudes, 12% de ces produits présentent des anomalies et affichent une publicité mensongère. Emmaüs a 60 ans, près de 4000 bénévoles et compagnons se sont réunis aujourd'hui au Zénith à Paris pour fêter l'anniversaire de l'association créée par l'abbé Pierre, c'était en 1949. Depuis sa naissance, au lendemain de la guerre, donc à Neuilly-Plaisance, l'association agit sans relâche contre la grande pauvreté. Laetitia Legendre, Rebecca Benbourek, Arnaud Jacques. Dernier préparatif pour les compagnons de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance qui fête les 60 ans du mouvement avec un seul mot d'ordre. Aider les gens, ceux qui sont en besoin, et aider tout le monde, voilà. C'est aider soi-même aussi, hein. Aider soi-même, oui. Beaucoup. Emmaüs, je pense, c'est la seule solution alternative, la seule utopie en fait de la deuxième moitié du XXe siècle qui est toujours en vie. Direction le Zénith de Paris, où 4000 compagnons, amis d'Emmaüs, sont réunis pour fêter leur vision de la solidarité. Et toujours cette émotion qu'en retentit la voix de leur fondateur. Rien ne te retient si tu voulais venir m'aider à aider les autres. Pour chacun, un petit cadeau d'anniversaire. Un béret noir, comme un clin d'œil au père, comme les anciens l'appellent encore. Une chaîne de solidarité qui ne cède pas avec le poids des années. Si on est là, c'est pour l'abbé Pierre. Il est toujours là. Pour nous, il est là. Être là aujourd'hui, ça veut dire de faire partie de cette famille. Et moi, Emmaüs, c'est ma famille, ma deuxième famille. Si vous n'aviez pas eu Emmaüs et l'abbé Pierre, vous auriez fait quoi? Je serais mort. Je veux dire un truc, je serais mort. Un après-midi en chanson, Olivia Ruiz, Diams, Cali font vibrer tour à tour le cœur des chiffonniers, dont les combats sont toujours d'actualité. Peut-être que ce soir, si une personne, 10 personnes ou 50 personnes ont une réflexion sur cette journée-là, c'est quelque part gagné, ouais. Les plus grandes stars qu'elle ait portées ne sont pas Diams et Jamel, mais plutôt l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, paix à leurs âmes. Bon anniversaire, Emmaüs! Des compagnons fiers de vivre du fruit de leur travail, qui comptent prolonger cet anniversaire avec des journées portes ouvertes dans les communautés jusqu'à la mi-novembre. La flamme des Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront du 12 au 28 février prochain à Vancouver est arrivée aujourd'hui à Victoria, dans l'ouest du Canada, regardez, à bord d'un avion militaire. Le maire de Vancouver est descendu en portant une lampe de mineur abritant la flamme, qui va partir maintenant pour un parcours de 45 000 km à travers tout le pays. La 3D s'invite au cinéma. Cette technique existe depuis longtemps, bien sûr, mais elle est remise au goût du jour grâce à la révolution numérique. De plus en plus de salles s'équipent. Entrer dans le grand écran grâce à de simples lunettes est une idée, bien entendu, qui séduit petits et grands. Jean-François Monnier, Jean-Marie Lecartier. Et à présent, il est temps de mettre vos lunettes sur le nez. La troisième révolution de la courte histoire du cinéma est-elle en marche? Va-t-on regarder les films de cette façon? Après le parlant et la couleur dans les années 30, place au relief. La technique existe depuis les années 50, mais les films restaient anecdotiques, avec des productions sans grand intérêt. Mais avec l'arrivée du numérique, le relief a fait un bond en avant ces derniers temps, et les succès populaires semblent au rendez-vous. On a l'impression que par moment les animaux sont dans la salle, que ça sort de l'écran. Par rapport à l'époque, moi, où j'ai vu la 3D, bon, sauter, mais là, tu vois, c'est super. En France, c'est un groupe familial qui a été le premier à investir massivement. Sur ces 400 salles équipées en numérique, 200 le sont pour la 3D. Le troisième exploitant français veut offrir aux spectateurs une large place au film en relief. Tous les studios américains et même certains réalisateurs français que j'ai croisés dernièrement travaillent à l'écriture déjà pour penser un film en 3D, non plus, on va dire, ou numérisé, ou masterisé, ou autre. Ils pensent vraiment dès l'écriture au film en 3D. Or, c'est ça l'avenir. Et pour le relief, le groupe a choisi la technique dite passive, avec des lunettes légères et pas très chères pour l'exploitant, mais qui nécessitent de transformer les salles de cinéma. Côté cabine, on place un petit écran à cristaux liquides devant l'objectif. Côté salle, c'est ni plus ni moins le remplacement de la toile par un écran métallisé. Coût de l'opération, 70 000 € pour une salle équipée en relief. Chez MK2, c'est l'autre technique, dite active, qui a été choisie. Pas de changement d'écran, mais les cristaux liquides sont dans les lunettes, plus lourdes et plus coûteuses, et qu'il faut absolument rendre à la fin de la séance.
Alors on a bien essayé de vous montrer l'effet du relief sur votre écran de télévision. Sans succès. En plein débat sur la piraterie et sachant que la plupart des films sont avant tout copiés directement dans les salles, l'industrie du cinéma y trouve pour l'instant son compte. Il est impossible de capter cette image 3D par le biais d'un caméscope tout simple. Donc ils auront l'image telle qu'on la voit sans les lunettes. Et c'est ça qui sera retranscrit sur le DVD ou sur les moniteurs ou sur Internet. Tout semble bien parti pour la 3D. Mais à regarder de plus près et avec les bonnes lunettes, tout n'est pas aussi clair. La production d'un film en relief coûte plus cher. Qui va payer? Les producteurs, les exploitants? Aujourd'hui, la sortie d'un nouveau film se fait au cas par cas. Madame, 15,90, carte bleue. Ce qui est sûr, c'est que le surcoût d'une place de cinéma en relief varie de 1 à 3 euros. Et ce n'est pas toujours très bien compris. J'ai payé sur Internet 40 euros pour 5 places et j'ai droit à 10 euros de supplément. Bon, c'est pas très grave, c'est 10 euros, mais c'est juste commercialement inacceptable. Sur 5500 salles en France, seulement 5% sont équipées pour le relief. De nombreux films sont proposés aujourd'hui à la fois en 2 et 3 dimensions. Preuve encore d'une certaine hésitation. Mais tout le monde s'accorde à dire que la sortie d'Avatar, entièrement dédiée au relief et au budget colossal de 300 millions de dollars, va peut-être faire entrer le 7e art dans la 3e dimension. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Jacques Chirac renvoyé en correctionnel. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris. Le parquet qui réclamait un non-lieu général à 5 jours pour faire appel, faute de quoi l'ancien président de la République devra répondre d'abus de confiance et de détournement de fonds publics. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Isabelle Martinet. 20h35, ne manquez pas Nicolas Le Floch. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h pour l'information et à 13h15 pour votre magazine. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.